Ça n'arrête pas. L'évolution, le progrès n'arrête pas. C'est un lieu commun. Mais donc, de toute façon, il est toujours intéressant de savoir où on en est et où on va. Et euh, comme on va au salon de l'automobile pour voir les nouvelles voitures que personne n'a encore rencontrées sur la route, bah, c'est à Euronaval que vous verrez les choses nouvelles, les nouvelles formes, les nouveaux projets, les nouvelles applications. Donc, il y a vraiment un vrai sujet. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Hugues Duplessis d'Argentré, directeur du salon Euronaval. Avec lui, nous allons entrer dans les coulisses de cet événement incontournable en matière d'industrie de défense qui se tiendra du 4 au 7 novembre 2024 à Paris. D'ailleurs, l'équipe de Défense Zone y sera présente en tant que partenaire média, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail. Rendez-vous sur défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis Hugues d'Argentré, je suis le directeur du salon Euronaval. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? J'ai vu que vous aviez un CV assez riche en passant par une activité militaire et puis aujourd'hui dans le civil, dans l'industrie de la défense. Alors j'ai été, oui, j'ai été pendant 30 ans officier de marine. J'ai servi dans la marine nationale à la fois comme pilote d'hélicoptère embarqué, puis j'ai commandé, je suis retourné à la surface, j'ai commandé de bateaux, et puis ensuite j'ai fait un peu de formation, comme souvent les officiers de marine, et j'ai dirigé le service d'information de la marine, le CIRPA. Voilà, avant de partir dans le civil, où j'ai pris la direction du groupement des industries de construction navale, le GICAN, pendant quelques années. Et depuis maintenant 2017, je dirige la Sogena, qui est donc l'entreprise la PME, une PME, une quinzaine de personnes, qui organise des salons navals et maritimes en France. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu voilà, en détail ce que fait la Sogena et les missions aussi du GICAN ? Alors, la Sogena est un peu le bras événementiel du GICAN. Alors, le GICAN, que fait le GICAN? Le GICAN, c'est un groupement industriel, c'est une fédération privée, on dit un syndicat professionnel, mais enfin, en fait, c'est une association loi 1901 qui fédère l'ensemble des industries et services maritimes et navals. Maritime, pour nous, c'est civil, naval, c'est plutôt défense. Donc, en gros, pour le commun des mortels, les chantiers navals et toutes les entreprises qui équipent donc les chantiers navals qui construisent les bateaux, civils et militaires, et les industriels, les équipementiers qui équipent ces bateaux. Alors, des moteurs, des radars, des systèmes de détection, voilà. Donc, un bateau, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a la coque, mais il n'y a pas que la coque. Voilà. Et toutes ces entreprises, mais aussi les entreprises qui font des drones, les entreprises qui font des hélicoptères, des entreprises, enfin, tout ce qui concourt à l'activité des navires, militaires et civils, en général, rejoint le GICAN pour travailler ensemble. Le GICAN est leur intermédiaire auprès des autorités nationales. Le GICAN encourage et soutient l'exportation. Et pour ça, il a une filiale que je dirige, qui s'appelle la Sogena, qui organise des salons et des événements. Alors, les salons, en France, on en fait deux. On fait un salon naval, qui est le sujet un peu de notre conversation aujourd'hui, qui est Euronaval, qui est un salon qui existe depuis 50 ans, qui est un poids lourd dans le paysage des salons mondiaux, hein, parce que c'est le plus ancien et c'est le plus important des salons navals. Et puis on fait aussi un autre salon qui s'appelle Euromaritime, qui a lieu également tous les 2 ans, mais lui est un salon dédié aux maritimes, donc aux activités civiles. Le transport, la pêche, l'énergie, les travaux, la sécurité, enfin, et l'action de l'État en mer, donc tout ce qui est un peu protection, sécurité, sûreté. Donc voilà, deux salons, un plutôt militaire et un plutôt civil, même il y a forcément des zones de recoupement entre les deux. Et puis, notre troisième mission à Sogena, c'est d'organiser sur des salons qui existent déjà à l'étranger, nous ne sommes pas les organisateurs, la participation française, ce qu'on appelle les pavillons France. Donc, on se met d'accord sur l'idée que il serait bien que les entreprises françaises participent à un salon au Brésil. Eh bien, nous, la Sogena, nous organisons la participation française sur ce salon. Nous réservons les espaces, nous montons les stands, nous
avec le GICAN, nous faisons des études sectorielles, etc. Enfin voilà, on accompagne nos entreprises, les entreprises françaises, sur les salons à l'étranger. Super. Effectivement, puis je renvoie les auditeurs sur l'épisode 163 où on a pu déjà parler un peu du GICAN lors du salon du World Defense Show à Riyad, Ah oui, voilà. avec votre responsable de l'internationalisation pardon, des entreprises et à l'export, et qui était passionnant. Et, Arnaud, oui, ça devait être Arnaud, Arnaud Martin, la oui, Torre. Et voilà, le Riyad, c'est un bon exemple parce qu'en plus, c'est le plus grand pavillon que nous faisons à l'étranger, hein. Là, il y a un gros engouement et c'est un investissement considérable, hein. C'est plus, c'est 1500 mètres carrés et c'est plus d'1 million de dollars pour moi, c'est plus d'1 million de dollars d'investissement. Donc, vous voyez, c'est pas une petite promenade de santé. ouais. Oui, puis dans ce salon, on voit tout de suite aussi l'ampleur aussi de la partie navale aussi, surtout pour ces pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui sont des gros clients de la France pour la partie armement, mais aussi sur la partie civile et la partie logistique. Justement, vous disiez que il y a ces deux salons, la frontière est un peu poreuse entre les deux, parce qu'au final, toutes les affaires d'armement, les affaires de militaires, c'est aussi les affaires logistiques, de plus en plus, sur les questions d'énergie aussi. Euh, Mm. et quand on dénoue le fil, on tombe aussi sur la question je sais pas, des éoliennes offshore, des Bien choses sûr. qu'on imagine assez éloignées à première vue du militaire, mais qu'on va retrouver sur ce genre de thématique. Alors, vous avez raison, il y a je le disais d'ailleurs tout à l'heure, il y a une certaine porosité. En même temps, ce qui fait que c'est ça, on ne peut difficilement, et personne en fait dans le monde n'a tenté l'expérience, si ce n'est une tentative, mais qui à mon avis a été un échec, de mixer les deux salons, c'est-à-dire le milieu civil et le milieu militaire. Parce que même si il y a une certaine synergie qui paraît évidente, en fait, ce ne sont pas les mêmes clients, c'est ça le sujet. Ce qui rend compliqué le fait de faire un seul salon sur le civil et militaire, c'est que ce sont globalement pas les mêmes clients et donc finalement les gens ne se retrouvent pas. Donc partout on a pris on a fait le choix de distinguer les deux. Mais effectivement, il y a des technologies, j'allais dire purement civiles, qui sont parfaitement utiles aux militaires, hein. Et puis il y a des technologies militaires qui servent le civil, bien sûr, tout ce qui est lié à la surveillance. Quand vous êtes à l'offshore et que vous devez surveiller votre espace, bah, évidemment, c'est des produits que vous trouvez et aussi dans le domaine militaire. Donc, il y a une porosité et donc c'est vrai que c'est pas totalement dichotomique, mais, le choix a été fait et pour l'instant, je pense qu'il reste pertinent de ne pas mettre tout le monde en même temps parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même clientèle. Ouais. Est-ce que vous qui avez une vision assez large sur tout ça, les événements récents, le fait qu'il y ait de plus en plus de conflits armés dans le monde, on dénombre plus d'une cinquantaine aujourd'hui, ce qui est assez incroyable comparé, enfin, c'est le plus gros nombre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a de plus en plus de gens qui sont au fait du fait militaire, justement, beaucoup plus d'industriels aussi qui ont compris que il y a aussi de l'argent à faire et que c'est des marchés intéressants, mais surtout l'opinion publique est de plus en plus ouverte à ça. Est-ce que justement ces salons montent en puissance en suivant un peu l'actualité ou pas forcément? Alors, oui, oui, vous citiez le salon en Arabie Saoudite, qui est un exemple d'un salon qui a totalement explosé alors qu'il n'existait pas il y a quelques années, hein. Donc, bon, parce qu'il y a un marché, c'est des pays qui réalisent qu'ils sont pas ils sont un peu assis sur des poudrières, enfin, en tout cas, qu'ils sont dans une zone où les choses peuvent, on voit bien tous les jours, hein, peuvent se dégrader assez rapidement. Donc, ils ont vraiment une grosse envie de s'armer, se protéger. Bon, le marché, ce que vous venez d'évoquer, il s'est très vrai sur les salons de défense terrestre. Parce que les pays qui sont comme ça dans des zones à risque, ou des zones, sont d'abord, je dirais pas logiquement, mais d'abord préoccupés par leur sécurité terrestre. Donc là où il y a une vraie explosion, on l'a vu sur le salon Eurosatori qui a eu lieu il y a quelques mois, il y a une vraie explosion de la demande et des offres. Et vous avez raison, beaucoup d'industriels qui n'y étaient pas forcément dans le domaine de la défense se disent, bah là, il y a un marché quand même, parce qu'il y a un vrai besoin, et objectivement, il est grand temps
qu'un certain nombre de pays revisitent leur capacité de défense, leur capacité de sécurité. Et donc, on l'a vu, même en Europe, je ne citerai pas de nom, mais des pays qui avaient complètement baissé la garde, aujourd'hui, ils sont en train de remonter d'une façon très importante leur budget de défense. Donc oui, le naval, c'est vrai, mais le problème du naval, enfin, je ne veux pas faire de comparaison qui ne soit pas raisonnable, mais quand vous voulez acheter une frégate, on parle en centaines de millions d'euros, hein, voire même en milliards. Quand vous voulez acheter 50 jeeps, on n'est pas dans le même volume. Voilà. Donc, un certain nombre d'États sont d'abord préoccupés d'avoir des camions, des jeeps, des chars. Après, c'est les avions. Là, déjà, on se rapproche des budgets significatifs. Et puis, quand vous arrivez sur les bateaux, vous êtes sur les gros bateaux, sur les petits bateaux, c'est vrai, mais sur les gros bateaux, vous êtes sur des budgets considérables. Donc, on n'est pas forcément dans la même démarche. Voilà. Ah, Et acheter de l'armement portatif, de l'armement individuel qui est indispensable pour défendre un pays, c'est pas le même budget que d'acheter un porte-avions. ouais. Mais d'ailleurs, on le voit quand on analyse un petit peu la LPM, la loi de programmation militaire, nous on a pu le faire dans différents numéros du magazine. On voit que la part du naval est quand même assez conséquente au final, parce que quand on regarde un peu le descriptif, bah, déjà le porte-avions, vous l'avez cité, les frégates, tout ce qu'il y a en termes de maintien en condition opérationnelle autour de ça, consomme beaucoup du budget global. Oui, Donc oui, ça se oui, ressent. c'est un, c'est les marines sont des armées très technologiques. Euh, je n'étonnerai personne en disant qu'on n'est pas vraiment fait pour vivre sur l'eau, hein. J'ai été marin pendant 30 ans, donc j'en garde évidemment un excellent souvenir. Mais bon, l'homme vit sur Terre, hein. Il va sur l'eau, mais il vit sur Terre. Donc, c'est plus compliqué de vivre sur l'eau et de passer des mois et des mois sur l'eau que de passer des mois et des mois sur Terre. Donc oui, technologiquement, c'est plus compliqué. L'espace est compliqué, hein. L'espace sur Terre, vous ne craignez assez peu d'armes qui viennent du sous-sol, hein. Les armes elles viennent de l'air, hein. Bon, bah, en mer, vous avez les trois dimensions. Vous avez des bateaux qui peuvent vous attaquer, vous avez des avions, des satellites, des drones aériens qui vous attaquent, mais vous avez enfin, aussi des sous-marins et des drones sous-marins. Donc, l'espace est beaucoup plus complexe. Plus complexe, en tout cas plus varié. Plus complexe, je ne sais pas, parce que la montagne, tout ça, c'est aussi des espaces complexes. Mais enfin, en tout cas, être beaucoup plus varié. C'est assez compliqué. Je pense par exemple, à la lutte sous-marine, c'est une lutte extrêmement compliquée, extrêmement technologique, de très très haute technologie. Et donc, forcément, quand on va investir dans des sonars de haute définition, les budgets s'envolent, hein, ça c'est sûr. Ouais. C'est quoi aujourd'hui, avant de parler peut-être des technologies, des grandes thématiques qu'on trouvera sur le salon, il faudrait qu'on parle un petit peu des enjeux liés au naval. C'est quoi aujourd'hui enfin, plutôt les enjeux de demain que vous Oui. percevez et qui vont un petit peu rythmer le rythme de vie des industriels de la défense dans le naval? Alors, je n'ai j'ai pas de boule de cristal, mais il y a une certitude, c'est que la dronisation des armées en général, hein, et des marines est en marche, hein. Enfin, on va beaucoup parler de drones. On va beaucoup parler de drones. Bah, d'abord, les drones font des progrès considérables. Ensuite, parce que ça permet de faire des opérations en tenant l'homme un peu éloigné de la zone de danger, en tout cas immédiate. Donc, beaucoup de drones. Et puis pour aller dans les fonds sous-marins, c'est quand même plus facile d'envoyer des machines que des hommes, souvent. Donc beaucoup de drones. C'est sûrement la tendance, c'est pas nouveau, mais c'est sûrement la tendance de cette année. Les autres tendances, c'est quand même le retour de la haute intensité. Alors, on l'a vu avec le conflit en Ukraine, hein. Enfin, là, on voit des bateaux qui coulent, des bateaux qui tirent et des bateaux qui coulent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la haute intensité. On la vit pas ailleurs, mais on la subodore et on la craint. C'est-à-dire que la montée de la sécurité en mer de Chine, la montée de la sécurité en Méditerranée, dans le nord de l'océan Indien, dans le Pacifique, tout ça, ce sont des zones qui font réagir les responsables politiques et militaires en disant bon ben c'est pas avec
c'est pas avec des Zodiacs qu'on va faire, qu'on va pouvoir faire ça. Donc là, il faut des marines, ce qu'on appelle hauturières, hein. Donc ça veut dire des gros bateaux, des missiles qui tirent loin, des canons voilà, des capacités de transport opérationnelles importantes. Donc ça redimensionne un peu les marines. Alors, vous allez me dire, les marines, les grandes marines américaines, françaises, britanniques, n'ont jamais quitté ce point de vue. Peut-être un petit peu baissé la garde certaines années, mais il y a énormément de marines qui avaient complètement abandonné ce point de vue, qui se contentaient de petits bateaux, de petits navires côtiers. Aujourd'hui, le retour de la haute intensité oblige quand même les responsables politiques et militaires à se poser la question d'investissements considérables pour le réarmement. Voilà, donc on est à la fois, on n'a pas quitté, malheureusement, c'est qu'on n'a pas quitté la période où on était dans des conflits asymétriques, qui a fait l'actualité de la défense pendant les 20 dernières années ou les 30 dernières années, donc la piraterie, les narcotrafics, voilà, ce qu'on appelait les conflits asymétriques où les petits s'attaquaient aux gros avec des moyens extrêmement élémentaires, mais dangereux quand même. Donc ça, il fallait être capable de s'en prémunir. Aujourd'hui, il faut continuer à être capable de se prémunir de la capacité qu'ont les, les Yéménites là, à attaquer, mais en même temps, il faut être capable de penser la guerre de façon plus globale et malheureusement, probablement contre des marines plus fortes, oui, mieux armées. Donc tout ça, ça va se sentir sur le salon. Dronisation, continuer à se protéger contre les éléments, alors contre les éléments, donc, j'allais dire, de faible intensité, avec des systèmes de surveillance, des systèmes de détection, des armes relativement à bas coût. Et puis penser quand même à l'avenir et à la protection des nations. Et là, bah, c'est tous les programmes, pour nous, Français, c'est les programmes des sous-marins hein, nucléaires, c'est les programmes des porte-avions, c'est les programmes des frégates de premier rang. Bon, ça, c'est un sujet quand même d'une autre ampleur. Hmm. Là, on parle en plus d'armement qui s'exporte plutôt pas mal au final. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de marchés remportés par Naval Group, notamment pour la question des sous-marins. Hmm. Euh, est-ce que on est encore dans c'est l'éternelle question, est-ce qu'on est en économie de guerre ou pas? Euh, depuis le salon d'Eurosatory de 2022, il y avait cette annonce Ouais. Vous en pensez Oui, quoi? on est en économie. Enfin, moi j'aime bien l'expression d'économie de guerre, c'est-à-dire que ça, on n'est pas en économie de guerre. On a connu l'économie de guerre si on prend la dernière guerre mondiale, quand les Américains sortaient un bateau tous les 2 jours de leur chantier. Bon, là, on pouvait parler d'économie de guerre. 80% des budgets de l'État étaient dédiés à la défense. Bon, on n'en est pas là. Mais on en est quand même et c'est sans doute une phase, on va peut-être dire une économie de conflit plutôt qu'une économie de guerre, mais on est à une phase où, enfin, non pas que je m'en félicite, hein, on s'en fout, mais au moins, en tout cas, aujourd'hui, tout le monde, tous les responsables politiques et militaires sont bien conscients que l'effort ne peut pas, on peut pas baisser la garde. On est vraiment, ce qu'on a longtemps appelé les dividendes de la paix, bon, c'était très bien, hein, on en a profité. Des pays entiers ont abandonné leurs investissements militaires, ou presque, bien sûr l'Allemagne, mais pas seulement, pour investir dans l'industrie civile. Aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, il faut revenir à des choses plus sérieuses. Alors, économie de guerre, je ne sais pas, en tout cas, économie de conflit, certainement. Certainement. D'autant plus que, enfin, je pense par exemple au chantier naval, c'est quelque chose qui fait vivre beaucoup de ménages français. Est-ce que là, on parle de quoi à peu près pour situer en termes 40 000. de 40 000? Aujourd'hui, on dit que, alors je faudrait vérifier les chiffres auprès du GICAN, mais aujourd'hui, on dit que l'industrie navale, c'est 40 000 personnes. Bon, alors c'est important, mais c'est surtout, enfin, je pense que la prise de conscience nationale, elle est moins. Bon, 40 000, c'est important, c'est autant que l'automobile, enfin, je sais pas les chiffres en tête, mais c'est autant. Et c'est surtout, il y va de sa sécurité, il y va de sa liberté, il y va de sa capacité à rester un État indépendant et libre. Donc ça va au-delà de l'emploi et de
et de la technologie, parce que c'est également un secteur qui, euh, qui innove, c'est également un système qui est porteur de, de- d'opportunités de développement dans bien des domaines. Donc, ça a une dimension économique, industrielle extrêmement forte. Et en plus, ça a une couche régalienne, une couche euh, nationale, une couche de sécurité qui est essentielle, hein, que tout le monde doit garder à l'esprit. On n'est pas un pays qui renonce à son industrie, je ne sais pas moi, à l'industrie du jouet, il ne se met pas en danger. Il renonce à une capacité industrielle. Un pays qui renonce à son industrie de défense, il se met en danger. Donc, il faut absolument, et c'est tout l'intérêt des salons comme Euronaval, il faut absolument que les industriels français parviennent à exporter. Vous faisiez allusion aux ventes d'export très importantes de Naval Group, et évidemment, tout le monde doit s'en féliciter parce que ça permet à Naval Group de rester une entreprise extrêmement compétente sur tous les domaines, parce que le marché national ne suffit pas. Le marché national ne suffit pas à entretenir des capacités industrielles dont on a besoin régulièrement. Hein, on ne peut pas se comparer aux États-Unis où, si vous voulez, la commande américaine est suffisante pour que les chantiers américains, encore que les dernières études montrent qu'ils ne sont pas forcément d'une concurrence exceptionnelle, enfin, en tout cas, le marché est suffisant pour qu'ils aient en interne la capacité à maintenir l'outil. Nous, si on n'exporte pas, si nos chantiers n'exportent pas, la commande nationale ne permettra pas de les faire vivre suffisamment, et en particulier d'entretenir les savoir-faire, les technologies dont on a besoin. Donc c'est vraiment très important. Du coup, il y a ce besoin pour être rentable d'exporter. Est-ce que c'est pas compliqué dans le sens ou dangereux dans le sens où les clients qu'on a aujourd'hui, c'est des clients qui sont quand même en train d'entrer dans les BRICS, qui sont en train d'avoir une position géopolitique assez marquée contre les États-Unis ou contre l'Occident avec de gros guillemets. Euh, Est-ce que c'est dangereux? Le jour, imaginez qu'on vende des matériels de guerre naval à un pays qui un jour se retourne contre nous. Est-ce qu'il vaut mieux avoir contre nous un pays qui a le même matériel que nous et qu'on connaît parfaitement bien et qu'on a construit, ou avoir un pays qui a un matériel a priori aussi performant, mais qu'on n'a pas construit, qu'on ne connaît pas, donc on ne connaît pas les performances. Euh, Moi, à choisir, je préfère on soit. Vous savez, j'ai fait beaucoup de régates à la voile. Je préfère régater contre des bateaux qui sont exactement les mêmes que les miens, parce que là, vous jouez sur la compétence et le savoir-faire, que soit régater contre un bateau qui est 3 fois plus gros que vous, qui a été construit par et 3 fois plus léger. Donc là, bon, ben là, c'est pareil. Si un jour on doit se retrouver en conflit contre d'autres pays qu'on aurait malheureusement armés, malheureusement parce que évidemment personne ne souhaite armer des gens qui se retournent contre eux. Euh, il faut pas s'en inquiéter plus que ça. C'est plutôt rassurant de savoir qu'ils utiliseront des matériels qu'on connaît ouais. et sur lesquels on sera forcément capable d'avoir les systèmes de défense. Je me fais l'avocat du diable une seconde, mais du coup, on peut renverser la. Eux aussi connaissent du coup ce matériel que nous on utilise, quoi. Alors oui et non. Oui, parce que, évidemment, hein, et non parce que euh, s'ils s'équipent chez nous, je vais rester prudent, s'ils s'équipent chez nous, c'est que sans doute qu'ils n'ont pas la capacité de les développer et que, en fait, bon, ils vont se faire livrer un matériel. L'innovation n'arrête jamais. Donc le matériel qu'ils auront sera up-to-date au moment où on le livrera. Alors évidemment, si c'est ce jour-là qui se retourne contre nous, vous avez raison. Bah, si c'est 10 ans après, en 10 ans, leur matériel aura peu évolué, nous avons énormément progressé. Donc l'innovation ne s'arrête jamais. Donc ils connaissent nos matériels, vous avez raison, mais nous on ne s'arrête pas. Que de toute façon, à moins qu'ils nous rachètent tous les ans, enfin, qu'ils rachètent aux entreprises françaises et aux missiles français tous les ans la dernière version, euh, on a normalement, les pays exportateurs ont normalement un coup d'avance sur les pays importateurs. Ouais. Est-ce que si on est un peu dans la géopolitique,
les États-Unis, eux, ont clairement annoncé que le problème en Russie, ça les intéresse pas vraiment. Ce qui leur fait un peu plus peur, c'est la partie chinoise et le Pacifique. Et c'est là où on sent tous les efforts. Et la France essaie de jouer un petit peu un rôle de non-aligné, tout en maintenant les quelques îles qu'on a dans le Pacifique. C'est quoi l'impact que ça a sur l'économie et sur l'industrie navale, selon vous, ce conflit Ah oui, futur? oui, oui. La Chine, c'est impressionnant. Alors, il y a quelque chose dont il faut se garder à l'esprit quand on parle de la Russie, de la Chine. La Russie, en termes de, bon, c'est immense, hein, en termes de ressources, en termes de PIB, je crois que c'est à peu près le PIB, c'est à peine le PIB de l'Allemagne. Et en termes de population, c'est la France et l'Allemagne additionnés. Donc, faut pas exagérer non plus, hein, ils sont pas. Bon. La Chine, on est dans une autre catégorie, hein. Euh, Là, vous pouvez mettre les États-Unis, l'Europe et puis la moitié de l'Afrique et vous n'avez toujours pas atteint la Chine. Bon. Donc, on est quand même sur une autre catégorie en termes de potentiel industriel et de potentiel humain. Bon. Et puis la Chine bah, elle construit alors, pas que, mais moi, pour ce qui nous concerne, elle construit une marine, elle construit la marine française tous les 3 ans. Donc, la marine française qui est une belle marine, hein, compte tenu de la taille de notre pays, de notre PIB, de notre place sur l'échiquier international, on a une très très belle marine. Mais la Chine, elle fait ça tous les 3 ans. Donc, en 10 ans, elle fait 30, en 30 ans, elle fait 10 fois notre marine. Donc, on comprend que les Américains aient une certaine inquiétude de voir l'arsenal naval chinois croître de façon aussi considérable. Et en plus, ils ont une réserve on va dire infini, mais énorme en termes humains, hein, des marins. Parce que pour mettre ces bateaux en œuvre, il faut des marins, hein, et des marins compétents, et c'est compliqué, parce que voilà, c'est compliqué de trouver des gens pour faire ce métier. C'est pas non plus. Tout le monde n'a pas envie d'aller en mer, de passer la moitié de sa vie sur l'eau, loin de sa famille. Donc, tout ça, ça justifie. Et puis, ils ont des ambitions qui sont claires, qu'ils ont affichées, hein, en mer de Chine, dans le Pacifique. Donc oui, je comprends, enfin, tout le monde comprend très bien que l'antagonisme du XXe siècle, comment, les blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest, ça s'est terminé avec la chute du mur de Berlin, et qu'aujourd'hui, c'est pas la Russie qui fait peur au monde. On est désolé, tout le monde est désolé de leur attitude, de leur bellicisme, et d'un certain nombre d'attitudes qui sont regrettables. Enfin, ils ne font pas peur au monde, ils font peur, ils s'amusent à faire peur autour d'eux, mais ils ne font pas peur au monde. La Chine, c'est un autre sujet, oui. Alors, vous qui connaissez les industriels, qui connaissez les matériels, etc., est-ce que le storytelling qu'on entend un peu en France sur le fait que l'armée chinoise, certes, il y a beaucoup de matériel, mais c'est pas forcément du matériel de qualité, qu'en gros, la première bataille, c'est un peu touché-coulé très rapidement parce que c'est justement fait très vite, à la va-vite, et c'est un peu cheap. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Écoutez, je sais pas. Moi, je resterai prudent, mais pour pas tomber dans l'excès inverse. Quand on était en opposition avec l'Union soviétique, on avait très peur de l'Union soviétique. On disait, ah, ils vont nous tirer des missiles, des missiles. Bon. Le jour où l'Union soviétique s'est effondrée, on a découvert leur matériel. Moi, personnellement, je suis allé sur une frégate soviétique en Allemagne de l'Est l'année de la chute du mur de Berlin. Les portes fermaient pas, les toilettes fonctionnaient pas. Pensez bien que les missiles, ils partaient pas, hein. Tout était rouillé, les câbles étaient là. Tout ce qui était précieux avait été piqué par les équipages parce que, comme de toute façon, ils crèvent la dalle. Donc, alors, je pense qu'on avait très peur des Soviétiques et on avait tort. Leur armée n'était pas à la hauteur. Donc, les Chinois, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose en disant. Mais je pense qu'ils ont la réputation de faire des matériels de moindre qualité, mais d'en faire beaucoup. Euh, Bon, je pense qu'il faut rester prudent, hein. Je ne sais pas. Euh, c'est probablement moins fiable que les matériels français ou américains. C'est surtout moins cher. Mais ils en font beaucoup. Et quand ils essaieront de faire partir 1000 missiles, mais s'il n'y en a que 600 qui partent, ça fera du mal quand même.
hein. Mais dans le même temps, nous, on aura peut-être que 300 missiles, il y en aura peut-être 297 qui partiront. Mais enfin, il y a un effet de saturation dont il faut quand même, sur lequel il faut rester prudent, hein. Ouais. Mais effectivement, les rares fois où on a été vraiment confronté à des exercices ou des opérations avec les Chinois, euh, je reste prudent, mais moi, j'ai rarement été abasourdi par leur aptitude. Mais c'est plutôt c'est une marine de masse, quoi. Donc, Mm. le jour où ils se mettront en branle, on sera submergé. C'est pas ils auront la technologie, parce qu'ils font des choses de haute technologie, hein, mais surtout, on sera submergé. Est-ce que les Chinois seront présents à Euronaval? Non, non. On n'a pas d'exposants chinois. Non. Alors, c'est pas une interdiction, hein, c'est leur choix. Ils n'ont pas souhaité exposer sur Euronaval. D'accord. Alors, en France, globalement, ils sont pas vraiment présents, même sur Rosatori, Milipol. Alors, au Bourget, je sais plus très bien, mais ils avaient un stand avec des matériels. Alors d'abord, c'est compliqué pour eux parce que y a un certain nombre d'embargos sur le matériel chinois de défense, donc c'est compliqué pour eux de venir exposer. Et quand ils viennent exposer, ils peuvent apporter leur matériel, mais ils ne pourront pas le remporter parce qu'en France, on n'a pas le droit d'exporter de matériel de défense vers la Chine. Donc c'est toujours compliqué quand vous arrivez sur un pays avec du matériel et qu'on vous dit que vous pouvez venir avec, vous ne pourrez pas repartir. Donc ça peut atténuer votre volonté d'exposer. Et puis, c'est pas tellement leur marché, hein. Les Chinois, ils cherchent pas à vendre à l'Europe, le matériel de défense. Ils cherchent à vendre plutôt en Asie, en Afrique. Et ils ont leur biais pour le faire. Ils sont très présents. Voilà, ils ont un soutien étatique très fort. Euh, la présence sur les salons est pas indispensable. Mais ils sont invités, hein. Il y avait eu on a eu une discussion avec eux pour un stand. Euh, mais bon, ils ont pas souhaité, venir. Hmm. Euh, vous avez dit quelque chose de très important sur la question de... C'est bien d'avoir des bateaux, mais il faut aussi avoir des gens dessus. C'est un peu le gros problème de l'industrie française et pas d'ailleurs que l'industrie de défense, hein. C'est bien connu que la France a un peu du mal à recruter, à fidéliser, à trouver de la main-d'œuvre qui a envie de rester. Peut-être une question générationnelle aussi sur le fait que les jeunes peut-être ont moins envie d'avoir des CDI comme c'était le cas avant ou est-ce que c'est quelque chose qui touche la défense navale en tout cas selon vous ou pas forcément? Alors, je parle avec prudence, parce que je suis plus dans la marine, et puis je n'ai pas suivi je crois que la marine française n'a pas de problème de recrutement, en tout cas en nombre. Elle continue à avoir enfin, à remplir ses équipages. Enfin, et en même temps, on passe son temps à essayer de réduire les équipages, c'est-à-dire qu'on conscient de cette capacité. Alors, on réduit les équipages parce que d'abord la technologie le permet et que c'est pas la peine d'avoir 25 personnes là où on peut en mettre 3, hein. Donc, on réduit forcément un peu les équipages. Mais en même temps, il y a l'idée aussi que la ressource est rare et donc il faut en tenir compte. Oui, probablement que euh, les jeunes sont peut-être moins attirés par les vies que nous avons pu connaître nous, où on partait 6 mois et pendant 6 mois on avait 3 lettres en 6 mois, on avait 3 lettres de nos familles. Bon, aujourd'hui ça paraît plus tellement concevable. Donc c'est les réseaux sociaux, les contacts immédiats. Enfin, je crois que la marine arrive toujours à recruter et puis elle a beaucoup évolué aussi sur les bateaux aujourd'hui quand ils ne sont pas dans des zones de haute intensité ou de grise. L'accès aux réseaux sociaux est possible. Voilà, les choses se sont améliorées, mais je pense que tous les pays sont confrontés à ça. Il faut attirer des gens dans cette carrière. Et bon,
moi, je trouve que c'est un très très beau métier et j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais c'est un vrai challenge permanent de la part des services de recrutement de convaincre les jeunes. C'est aussi des vies extraordinaires en termes d'aventures humaines, de rencontres, d'engagement, euh, de partage. Et puis pour ce qui est de la marine, c'est vrai aussi dans les autres armées de voyage. Hein, un ami me demandait il y a quelques jours quel pays j'étais allé au cours de ma vie. Et je lui ai dit, écoute, on va faire l'inverse. On va regarder les pays dans lesquels je ne suis pas allé. Ça va aller plus vite. Donc voilà, donc moi j'ai parcouru le monde. Et tous mes camarades marins qui ont fait 20, 30 ans dans la marine ont parcouru le monde. Alors évidemment, on n'est pas allé au Népal parce qu'il n'y a pas la mer au Népal, mais on a fait tous les pays où il y a la mer. Donc c'est aussi une très belle vie, c'est une très belle vie humaine et je pense qu'il y aura toujours des jeunes qui auront envie de s'engager. Et, mais pour ça, il faut que les marines trouvent des compensations un peu. Donc, maintenant, il y a plusieurs. J'ai vu que la marine mettait des bateaux avec plusieurs équipages. Donc, ça veut dire quand même que quand vous naviguez, mais quand vous rentrez au port, vous devez pouvoir prendre plus de temps de repos en famille, profiter. C'est important, c'est important. Il y a eu des moments où vraiment il y avait un équipage sur des bateaux qui naviguaient pratiquement trois quarts de l'année. Au bout de 3 ans de mer, vous êtes fatigué, hein, vos familles en ont marre. Donc tout ça, c'est un équilibre et je crois que les choses, enfin, je suis même sûr que les choses évoluent dans le bon sens. Et sur le volet purement industriel, est-ce qu'il y a des efforts? Parce que je crois me rappeler la dernière édition d'Euronaval qui avait eu pas mal d'événements, pas de table ronde, mais d'ateliers avec des jeunes qui venaient d'école aussi. Je pense aux jeunes d'IHEDN, etc., qui Mmh. venaient pour faire un peu des job dating pour les services RH de différentes boîtes comme Naval Group, etc., qui cherchent du monde, qui cherchent de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il va y avoir des choses en particulier sur ce salon, sur Euronaval? Oui, 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 alors vous faites bien de me le dire. La dernière journée du salon, traditionnellement, est totalement. D'abord, l'entrée est gratuite pour inciter les gens qui n'ont pas vraiment de raison professionnelle forte de venir les autres jours, de venir le dernier jour. Et c'est une journée qui est ouverte aux étudiants. Donc, c'est effectivement cette journée-là que les industriels reçoivent les étudiants, qu'on échange les CV. Alors, c'est pas la finalité de ce salon. Hein, non, c'est d'équiper les marines du monde entier, mais c'est important aussi de pouvoir euh, accueillir les écoles, les universités et tous les gens qui le souhaitent pour rencontrer les industriels. Alors, ils peuvent le faire par ailleurs, mais là, c'est une bonne opportunité. Vous êtes dans le même hall, vous avez les principaux acteurs industriels français du naval. Donc oui, on refait ça. On refait ça et c'est le jeudi 7 novembre, est entièrement dédié, en tout cas, est ouvert aux étudiants qui sont les bienvenus pour aller rencontrer, comprendre, se poser des questions, savoir s'ils ont envie de travailler dans tel ou tel domaine. En plus, il y a un panel très large, c'est-à-dire que vous avez des entreprises informatiques, des entreprises d'électronique, des entreprises des chantiers, des équipementiers, des missiliers. Donc, c'est pas, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert. Ouais. Euh, En parlant du salon, cette édition est-ce que le salon Euronaval sera épargné par la hype de l'intelligence artificielle ou pas? Ou est-ce qu'on y aura droit un peu sous toutes les coutures, un peu comme c'était le cas pour Rosatori? Non, vous n'y aurez pas le droit sur toutes les coutures. Vous n'y aurez pas le droit sur toutes les coutures, mais marrant que vous posez cette question, parce que moi aussi je me la pose. Et donc j'ai demandé quand même à mes équipes de prévoir un parcours IA. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent sur le salon, ils disent bon, nous on veut tout voir, on veut se balader, bon, il y a 500 exposants, bon, vous avez le plan, vous allez où vous voulez. Puis il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés, je dis n'importe quoi, mais que par les missiles, ou que par les radars, ou que par les moteurs, ou que par les drones. Bon. Alors on propose des parcours, on dit bah, écoutez, vous pouvez sur l'appli dire bah, moi je veux voir que les drones, et là, plouf, on vous déroule la liste des entreprises qui font des drones. Et donc on va faire un parcours IA. Parce que effectivement,
c'est pas une obsession, mais on s'attend à ce qu'en particulier chez les jeunes, ils aient envie. C'est attractif, hein, l'IA. Merci, hein, c'est attractif. Et puis c'est un vrai sujet. Donc on s'attend à ce que des jeunes ou des moins jeunes, bah, des gens qui se disent bon, et l'IA dans le naval, on en est où? Donc on a lancé encore quelques jours pour le faire. On a lancé un appel à candidature pour des entreprises en disant bon voilà, vous exposez à l'aéronaval, si vous faites de l'IA, si vous avez un sujet IA sérieux quoi, enfin, voilà, si vous investissez dans l'IA et que vous avez des choses à présenter, dites-le nous et on vous mettra sur un parcours. Voilà, ce ne sera pas excessif. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'exposants au final sur ces questions-là. Eh bien en fait ils ont pas encore, on n'a pas encore toutes les réponses. Voilà. D'accord. Le salon est bientôt, mais vous savez, tout se fait un peu dans les derniers réglages. Donc, je pense on mettra en place ça. On aura sur les 500 exposants, on aura moi, un parcours idéal pour moi, c'est 30 entreprises. Quoi. Si vous avez un parcours avec 300 entreprises, c'est plus un parcours. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura une trentaine d'entreprises qui auront des réalisations d'intelligence artificielle à mettre en exergue. Ouais. Ouais, d'autant plus qu'il faut faire attention parfois aux entreprises qui utilisent le terme un peu pour surfer sur la Oui, vague. oui, 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 oui. Il y a cette espèce oui, de tarte à la crème. Non, non, on va essayer de les désigner intelligemment. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'entreprises qui ne font pas de l'IA au sens où ce ne sont pas des entreprises d'intelligence artificielle, mais qui utilisent ou qui coopèrent ou qui collaborent avec. Donc, elles ont des choses à montrer. Alors, après, il faut faire le tri. Ouais. Vous avez parlé de drones. J'imagine que vous parlez aussi bien de drones aériens que navals, que aussi terrestres. Comment, parce qu'on on parle de plus en plus effectivement de ce champ de bataille complètement déshumanisé où ce seraient des Mhm. machines. Dans le podcast, on a pu discuter avec des pilotes de drone Reaper qui expliquaient que peut-être qu'un jour on n'aurait plus besoin de chasseurs, de rafales dans le ciel pour faire la guerre. Mais est-ce que au niveau des bateaux, on en est. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ou pas, justement? Est-ce qu'on pourrait imaginer un champ de bataille avec des drones navals un peu Non, partout? moi, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. C'est marrant. Les gens imaginent que des drones puissent remplacer des rafales. C'est ce que l'on a longtemps cru. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on n'est pas très en avance sur les drones. On avait tellement peur que que ça remplace les avions ou les bateaux que au moment on a pris pas mal de retard. Non, moi j'y crois pas du tout. Je crois que les drones vont prendre leur place sur le théâtre des opérations. Il y a longtemps que ce sont des drones qui font, par exemple, dans la lutte contre les mines. Ça fait très longtemps que ce sont des drones qui vont faire exploser les mines. C'est pas un petit bonhomme qui va mettre. Mais l'humain est derrière. Il y a toujours autant de mineurs. Il y a autant. Le sujet reste très très. Mais bon. Et puis alors, nous, on a comme une spécificité dans le naval. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même les trois milieux. Hein, on a les drones sous-marins qui sont quand même une spécificité que n'ont pas les autres domaines de lutte. Alors, on a des drones de surface, donc qui sont des petits bateaux qui font soit de la surveillance, soit malheureusement, ça peut être des bateaux comment des bateaux, je cherche le terme, des bateaux Kamikaze? explosifs, hein, bateaux armés, hein, des drones armés, donc il faut s'en méfier. Il y a le drone aérien parce que on y travaille, mais la mise en œuvre de drones à partir des bateaux, c'est déjà le cas, hein, il y en a déjà, mais c'est pas non plus encore très répandu, mais ça va le devenir. On envisage même de créer des bateaux dédiés à cela, hein, des portes, des portes d'avion, des portes hélicoptères, on aurait des portes drones. Donc ça, c'est l'aérien. On aura des sous-marins, et il y a déjà des sous-marins. Thales avait exposé la dernière fois un sous-marin, et Naval Group aussi d'ailleurs, un sous-marin drone, un drone sous-marin. Alors évidemment, c'est assez compliqué parce que les liaisons radio les liaisons sont plus compliquées sous l'eau que dans l'air, hein, mais ça existe quand même. Donc non, je pense qu'il y aura
Il y aura beaucoup d'options drones de présenter. Une partie qui est assez classique parce qu'on voit un peu partout qui sont les drones aériens. Les drones aériens, c'est les mêmes que enfin, c'est la même technologie que celui que vous avez au mariage de votre cousine pour prendre des photos à la sortie de la messe. Hein. Bon, sauf qu'il est plus gros, il va plus vite, il porte des caméras ou des systèmes ou des senseurs. Bon, ça, tout le monde voit ce que c'est. Le drone de surface, c'est déjà plus compliqué. Hein, et puis, il y a des drones de surface qui font de la surveillance maritime, qui naviguent pendant des jours. Je crois que les nouveaux drones d'XL, de Drix, je crois qu'il peut naviguer 30 jours d'affilée dans une zone et pendant 30 jours, il récolte des informations automatiquement. Voilà, donc ça, et là, on est dans la surface. Et puis, il y a les drones sous-marins que l'on télécommande, soit de façon, j'allais dire, préprogrammée, soit de façon pilotée, pour aller surveiller des installations sous-marines, pour détecter ce qui se passe sous l'eau. Donc, il y a un vrai sujet et il y a une complexité dans le domaine maritime qu'on n'a pas dans les autres domaines. Super. Dernière question, au-delà d'aller voir le stand de Défense Zone, c'est quoi pour vous les, les, les conseils que vous donneriez et les raisons pour lesquelles il faudrait venir à Euronaval cette année? Il y a plein de raisons. La première, c'est que d'abord, c'est une vitrine technologique exceptionnelle. Donc, que ce soit les. Alors, donc, bien sûr, ça ne s'adresse pas à monsieur tout le monde, enfin, encore que quelqu'un est intéressé, mais même moi qui ai quitté la marine depuis déjà quelques années, ça n'arrête pas. L'évolution, le progrès n'arrête pas. C'est un lieu commun. Mais donc, de toute façon, il est toujours intéressant de savoir où on en est et où on va. Et euh, comme on va au salon d'automobile pour voir les nouvelles voitures que personne n'a encore rencontrées sur la route, bah, c'est à Euronaval que vous verrez les choses nouvelles, les nouvelles formes, les nouveaux projets, les nouvelles applications. Donc, il y a vraiment un vrai sujet. La deuxième raison, c'est que c'est quand même aussi une grande réunion de la famille, des, des experts, des marines. Donc, vous croisez toutes les marines du monde, les gens se parlent, vous connaissez, il y a des gens qui se font un peu la gueule, évidemment, il y a des pays qui sont là, mais qui n'ont pas forcément envie de se parler, mais globalement, tout le monde se parle, ils se rencontrent, ils déjeunent ensemble, il y a des réunions, il y a des meetings. Donc, c'est aussi un endroit important pour la cohésion et la défense de la paix. Moi, je suis persuadé que quand deux chefs d'état-major de marine, pas ennemis, parce qu'on n'en est pas là, mais peut-être un peu en tension, se croisent, et c'est mieux qu'ils se connaissent que plutôt qu'ils ne se connaissent pas. Donc, il y a aussi ça. C'est un endroit où il y a pas mal de décisions politiques qui sont prises en France, mais pas que en France, hein, au niveau européen, l'OTAN. Donc, je pense que c'est à la fois une exposition industrielle, mais c'est aussi un endroit où ça bouillonne et où on peut sentir ce qu'est la sécurité des mers et des océans aujourd'hui et comment elle va évoluer. Alors évidemment, il manque quelques acteurs, hein. Pas la Russie, pas la Corée du Nord. Voilà. Il y a quand même des pays qui ne sont pas très présents. On n'a pas l'Iran. Voilà. Alors, je les juge des raisons pour lesquelles ils ne sont pas là, mais quand même, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de monde. L'Amérique du Sud est présente, l'Amérique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Donc, il y a quand même, c'est quand même l'occasion. Une seule fois, un chef d'état-major de la marine précédent, à qui je sais pas, je parlais de Rodaval et je lui disais, bon, j'espère que
tu en as tiré un certain profit. Il dit, écoute, j'ai fait en 2 jours, j'ai rencontré en 2 jours 14 chefs d'état-major. Ça m'a donc évité, pas exact, mais enfin, ça m'a donc évité 14 voyages à l'étranger à organiser pendant une semaine. Ça veut dire pratiquement 14 semaines. Donc voilà, là, en 3 jours, on s'est vu, on a discuté. Alors, on ne va pas en rester là, mais le côté, il faut rencontrer les gens, il faut les toucher, il faut se toucher, il faut se parler, ce qui n'avait pas permis la période de Covid, c'est important. Et donc là, c'est aussi un espace de networking de gens qui ont besoin de se voir et qui ont des choses à se dire. Mm. Voilà, donc il y a plein de raisons de venir. Et puis, c'est près de Paris, on est dans un nouveau hall qui, je pense, sera très agréable. Je pense que et ça sera beaucoup plus facile de venir cette année que ça n'était les autres années parce que le RER se déverse directement dans le salon, alors qu'avant il fallait prendre des navettes, c'était plus compliqué. Donc je pense qu'il y a plein de raisons de venir. Et puis on essaie d'agrémenter le salon avec des nouveautés. Il y a une librairie, il va y avoir un espace de Navy Motion où on va projeter des films sur la marine qui devraient être assez intéressants. Il y a surtout les B2B, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par rencontrer un industriel et que vous êtes visiteur, vous allez sur la plateforme et vous demandez à le rencontrer, vous dites voilà, moi je m'appelle Michel Dupont et je voudrais rencontrer Naval Group. Et vous demandez à rencontrer Naval Group et nous on organise votre rencontre. Donc c'est quand même un endroit où il se passe des choses. Il y a l'emploi, voilà, il y aura même une exposition de photos qui est plutôt de belle qualité. Non, je pense qu'il y a de bonnes raisons de venir. C'est en tout cas un endroit que l'on veut. Bon, c'est pas la foire de Paris, hein, mais on veut que ce soit un endroit agréable où les gens aient plaisir à venir et à se rencontrer. Et à passer un bon moment, comme c'est le cas sur plein de salons. Oui, puis ça taille. Alors, sans faire de comparaison avec des salons plus illustres ou plus, c'est un salon à taille humaine, c'est-à-dire que bon, si vous venez une journée, vous aurez tout vu en une journée, vous aurez tout vu. Vous aurez bon, pas dire, si vous allez je suis allé assez récemment à un salon en Allemagne, il y avait 8 halls, combien 5 000 et 4 000 exposants. Voilà, si vous y passez pas 4 jours, vous n'avez rien vu. Là, non. Vous pouvez venir, c'est à taille humaine, vous ne vous perdrez pas. Si vous voulez trouver quelqu'un, vous le trouverez facilement. Ça reste un salon pour lequel on a, je pense, un vrai plaisir à dérouler. Et c'est un plaisir pour nous d'être partenaire de cette édition. Merci encore. Merci, mais nous aussi, et on essaie de faire en sorte que. Et alors, je pense que l'entretien est terminé, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose, parce que j'y pense pas tout le tour et c'est dommage. À Euronaval, tous les 2 ans, donc, nous éditons une étude qui s'appelle World Defense Shipbuilding, qui est une étude exhaustive de la construction navale militaire mondiale. Donc on prend pays par pays, les chantiers, qu'est-ce qu'ils construisent, quelles sont les commandes, quelle marine a commandé à quel pays a exporté vers quelle marine, où en sont les grands programmes, quel est l'avenir du programme des frégates, des sous-marins, etc. Donc c'est un document qui sera disponible sur le salon, que je diligente, mais que je ne fais pas évidemment, mais que je diligente et que l'on fait en partenariat en particulier avec Flotte de combat et l'ouvrage Flotte de combat et le GICAN. Et je crois que c'est un... Il y a ça nulle part ailleurs, dans aucun domaine. Et si vous venez à Euronaval et vous repartez avec ce document, vous avez la connaissance exhaustive de l'état de la construction navale mondiale. Vous voyez les pays qui montent, les pays qui ne montent pas, les budgets qui augmentent. Ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier parce que je pense que c'est un outil de référence et un outil utile. Super. On en parlera avec plaisir dans le magazine. Eh ben voilà, très bien. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à vous et j'espère avoir répondu correctement à vos attentes. Et puis, en tout cas, on se revoit avec plaisir sur Euronaval dans un mois, un peu plus d'un mois. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.